Notre espèce a vu le jour il y a plus de 200 000 ans, sur une petite planète du système solaire. Une planète unique, couverte d'océans et habitée par des milliers d'espèces vivantes. C'est ici que nous avons évolué et que nous nous sommes épanouis. Jusqu'à ce que notre maîtrise des techniques et notre soif de découverte nous libèrent de la gravité terrestre. Peu à peu, nous sommes devenus une espèce multiplanétaire, repoussant toujours plus loin les limites de nos connaissances. Notre horizon s'est éloigné de la planète bleue, en quête d'un nouveau refuge. Nous avons colonisé Mars et ses déserts rouges. Fait escale sur les lunes de la gigantesque Jupiter et son œil menaçant. Puis nous sommes arrivés dans notre nouveau monde, proche de Saturne, à plus d'1,5 milliard de kilomètres de notre Terre d'origine. C'est là, dans l'ombre de la géante aux anneaux de glace, que nous avons trouvé notre nouveau refuge. Un refuge secret, bien gardé derrière une épaisse atmosphère orangée. Un refuge nommé Titan. Titan, la plus grosse des lunes de Saturne. La seule lune de tout le système solaire dotée d'une atmosphère. Une lune restée une énigme impénétrable pendant des siècles. Une lune qui s'est révélée être la meilleure candidate de notre système solaire pour nous accueillir et héberger la vie. Une lune qu'il nous a fallu conquérir durant de longues années, en utilisant toute l'ingéniosité de notre espèce. Notre aventure commence au milieu des années 1970, dans le secret du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les missions Apollo vers la Lune ont pris fin et les ingénieurs américains se lancent dans un nouveau défi. Envoyer 2 sondes spatiales, Voyager 1 et 2, explorer les confins du système solaire et ses planètes géantes. Mais Titan et sa mystérieuse atmosphère orangée intriguent tellement les scientifiques qu'ils décident de détourner Voyager 1 de sa trajectoire initiale. Titan a été toujours un objet passionnant pour la communauté scientifique parce que déjà dès le début du XXe siècle, il y a eu des observations avec les moyens qu'on avait à l'époque qui montraient une sorte d'assombrissement autour du disque de Titan, et ça avait été interprété comme étant une indication de la présence d'une atmosphère. Alors une atmosphère autour d'un satellite, c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour que ça incite les scientifiques à regarder de plus près. Le 10 novembre 1980, après un périple de 3 ans, Voyager 1 entre dans le système saturnien. Titan est à portée de caméra, à quelques dizaines de milliers de kilomètres. Le moment est historique. Les clichés envoyés par Voyager vont-ils permettre de percer les secrets de Titan? Suffiront-ils pour comprendre de quoi est faite la mystérieuse atmosphère orangée qui entoure la Lune de Saturne? Signals from Voyager 1 are being received by satellite dishes in Australia, Spain and here in California. Scientists at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena are coordinating data from the receiving stations before feeding it through their computers. Voyager's messages take an hour and a half to reach Earth. Mais lorsque les photographies arrivent sur Terre, c'est la déception. Les caméras de Voyager ne sont pas parvenues à percer l'atmosphère de Titan et révéler sa surface. Une déception qui va vite être oubliée lorsque les données des autres instruments vont être analysées. C'était une découverte d'un monde assez exceptionnel, puisque nous avons pu, malgré le fait que Titan est entouré par ces nuages de méthane qui empêchent de voir directement la surface,
extraire une multitude d'informations sur cette atmosphère. Moi, j'ai travaillé dessus pendant mon doctorat et j'avais 300 spectres. Les spectres, c'est avec ça qu'on analyse la lumière qu'on reçoit d'une planète ou d'un satellite. Et avec ces 300 spectres, j'ai pu déterminer la température, la dynamique, la composition d'une atmosphère qui était très similaire à celle de notre planète. L'une des clés pour commencer à percer les secrets de Titan consiste à analyser la lumière renvoyée par la Lune de Saturne. Les scientifiques décomposent cette lumière pour en étudier toutes les longueurs d'onde. Une partie de ces longueurs d'onde sont absorbées par l'atmosphère de Titan. Ces spectres d'absorption révèlent la présence de certains gaz, comme l'azote et surtout le méthane, qui intéressent les scientifiques au plus haut point, car ils marquent la présence d'une chimie organique. Quand on parle de ce que nous les scientifiques appelons la chimie organique, ça signifie qu'on met en place un système basé sur le carbone avec des molécules qui se forment, des macromolécules, des molécules suffisamment grandes et suffisamment complexes pour conduire, comme dans le cas de notre planète, à la vie. Pour qu'une vie soit possible sur Titan, il faudrait également trouver de l'eau liquide à sa surface. Pour cela, il faut aller plus loin dans l'exploration. Les instruments de Voyager n'étaient pas optimisés pour étudier cette chimie organique. Il était donc naturel de spéculer qu'il y avait des choses absolument extraordinaires dans l'atmosphère, à la surface de Titan, et qu'il fallait y retourner. Doté d'une atmosphère proche de celle de la Terre et d'une chimie organique, Titan est un lieu unique dans le système solaire. Un lieu qui attise tous les fantasmes. Les auteurs de science-fiction font preuve d'une imagination débordante pour donner un visage à la Lune orangée. Certains peuplent même Titan de créatures fantastiques. Si les scientifiques s'amusent de ces fantaisies, leur imaginaire tourne aussi à plein régime. Car nous sommes au début des années 1980 et l'exploration spatiale en est encore à ses balbutiements. Du rêve à la réalité, le pas va rapidement être franchi. Lorsqu'on a démarré le programme spatial, c'était déjà un grand défi de se placer en orbite autour de la Terre. Puis on a gagné en puissance et on a appris comment aller sur la Lune, puis sur Mars. Ensuite, grâce à Voyager, on a réussi à aller plus loin, mais seulement pour un survol. Le défi suivant était d'imaginer comment placer un vaisseau en orbite autour d'une planète géante. Il fallait envoyer un vaisseau spatial avec beaucoup d'instruments, dont un radar, pour pouvoir percer les nuages. Mais surtout, l'espoir, c'était de pouvoir envoyer une sonde dédiée à Titan, une sonde qui descendrait dans l'atmosphère de Titan. Ce projet totalement fou de poser une sonde à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre, dans un environnement inconnu, ce sera la mission Cassini-Huygens, une collaboration historique entre la NASA américaine, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et l'ASI, l'Agence spatiale italienne. Véritable prouesse technique, la mission est composée du vaisseau orbiteur Cassini, qui va transporter la sonde Huygens et la larguer dans l'atmosphère de Titan. La mission rend hommage à l'astronome italien Giovanni Domenico Cassini, qui dès le XVIe siècle observe la séparation entre les anneaux de Saturne, et à l'astronome hollandais Christian Huygens, qui a découvert l'existence de Titan au XVIIe siècle. Je pense que la mission Cassini-Huygens est un modèle de coopération entre des agences internationales et des scientifiques qui sont arrivés à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Et ça nous a permis de faire bien plus que si on avait juste travaillé entre Américains. En réunissant les meilleurs talents d'Europe et des États-Unis, on a pu mettre sur pied une mission qui restera dans les annales pendant des décennies. L'une des missions les plus passionnantes jamais accomplies. On commence par dire il nous faut une mission spatiale, il faut mettre des instruments à bord, il faut définir l'architecture, il faut définir la trajectoire. Une fois qu'on arrive, il faut faire des mesures. Comment est-ce qu'on fait les mesures? Quelle précision il nous faut pour telle mesure? Et puis combien d'instruments on peut mettre à bord? Parce qu'on a bien entendu une limite sur le poids des instruments, de la charge utile qu'on peut mettre. Et c'était fantastique pour quelqu'un qui démarrait dans le métier d'astrophysicienne comme moi, de participer aux propositions qu'on a faites pour 3 instruments
pour être mis à bord de la mission Cassini-Huygens. Et moi, je me disais, si au moins il y a un de ces instruments sur lequel je peux participer, je serais heureuse. Et puis finalement, les 3 propositions ont été acceptées. Et j'étais à bord de la mission Cassini-Huygens avec 3 instruments, dans l'espoir, 8 ans plus tard, 10 ans plus tard, plein d'années plus tard, de récupérer des données sur lesquelles j'allais travailler. Novembre 1989. Après 10 ans de conception, la NASA s'attaque à la fabrication du vaisseau orbiteur Cassini. Au cours des 7 années que va durer sa traversée dans le vide interplanétaire, le vaisseau Cassini devra être en mesure d'obéir à des corrections de trajectoire et des manœuvres pilotées depuis la Terre. Une nouvelle prouesse pour les ingénieurs de la NASA qui vont utiliser ce que la technologie de l'époque offre de plus innovant. On a dû mettre au point des radars, des spectro-imageurs, des spectromètres infrarouges qui allaient nous permettre de recueillir les données et les mesures scientifiques dont on avait besoin. C'était les débuts de la mémoire numérique. Avant ça, on se servait de cassettes. Mais là, on a pu utiliser la mémoire numérique qui venait juste de faire son apparition. Et c'est ce qu'on a utilisé pour Cassini. Cassini mesure presque 7 mètres de haut pour 4 mètres de large. C'est un monstre au regard des critères de la conquête spatiale. Avec son carburant et la sonde Huygens, le vaisseau pèse près de 6 tonnes. 7 fois plus que la sonde Voyager. Cassini est doté de générateurs électriques nucléaires qui assurent le fonctionnement de ses instruments. Caméras et spectromètres sont placés sur un côté du vaisseau. La sonde Huygens est arrimée de l'autre côté. Un mât télescopique permet de mesurer les champs magnétiques. Un radar est placé sur l'antenne qui enverra les données collectées vers la Terre. Une antenne qui fera aussi office de bouclier pour protéger le vaisseau lors de phases critiques. Pour s'orienter, Cassini dispose de micropropulseurs et surtout de 2 moteurs principaux d'une poussée unitaire de 50 kg. Une puissance record pour un vaisseau d'exploration spatiale. Le vaisseau devait être d'une fiabilité à toute épreuve. Tous ses composants principaux ont été doublés, de façon à ce qu'on ait une solution de secours en cas de panne. Construire un tel système, capable de basculer de l'un à l'autre, représentait une avancée colossale. D'autant plus que l'environnement de Titan était quasiment inconnu. Alors c'était un défi de taille pour les concepteurs de la sonde Huygens. En parallèle à la fabrication du vaisseau Cassini aux États-Unis, c'est l'aérospatiale française qui est chargée de mettre au point la sonde Huygens. C'est la première sonde d'entrée sur un corps planétaire fabriqué par l'Europe, mais aussi la première sonde au monde à se poser sur une surface inconnue. Pour les années 1980, la sonde Huygens est un bijou technologique. Elle possède 6 instruments qui vont lui permettre de voir, entendre, toucher et même goûter l'atmosphère et la surface de Titan. Parmi les instruments les plus importants, les bras articulés de l'Asie qui vont mesurer les propriétés électriques et physiques de l'atmosphère de Titan. Un imageur doté de plusieurs capteurs qui va prendre des clichés inédits de la surface de Titan, le DISR. Et un ensemble de capteurs destinés à préciser les propriétés physiques de la surface de Titan au point d'impact, le SSP. Pour être sûr que cette merveille de technologie de plus de 350 kg arrive à bon port, il va falloir relever quelques défis supplémentaires. C'était vraiment la première fois que l'Europe développer un engin qui devait rentrer dans une atmosphère extraterrestre, descendre en parachute et éventuellement se poser à la surface. On n'avait pas trop l'espoir de pouvoir la faire atterrir parce que les ingénieurs nous expliquaient que c'était pas possible d'atterrir sur Titan. On connaissait pas du tout la surface, on s'écraserait, ou alors on coulerait, ou alors plein de scénarios catastrophiques. Il fallait faire de nombreuses études, de nombreuses simulations pour valider le bouclier qui devait freiner
en s'échauffant à plusieurs milliers de degrés et permettre la rentrée de la sonde dans l'atmosphère de Titan. Le deuxième grand défi, je pense, a été de développer un système de 3 parachutes qui devaient se déployer en séquence à différentes altitudes dans l'atmosphère de Titan. Les essais, c'était des largages d'une maquette de Huygens emportée par un ballon sur un site de lancement de ballons en Suède qui a permis de valider toute la séquence de déploiement des parachutes. Printemps 1997. 7 ans après le début de leur construction respective, le vaisseau américain Cassini et la sonde européenne Huygens sont réunis à Cap Canaveral en Floride. Leur fabrication aura mobilisé 18 pays, une centaine de chercheurs et près d'1,5 milliard de dollars. Les derniers tests de contrôle vont durer tout l'été. Et en octobre 1997, les 2 engins prennent place au dernier étage de la fusée Titan IV Centaur, le lanceur le plus puissant disponible à l'époque. Alors que tout semble prêt, un incident menace le décollage. La protection thermique de Huygens a été endommagée. Pour ne pas manquer la fenêtre de tir et repousser la mission de plusieurs années, les ingénieurs doivent effectuer les réparations directement sur le lanceur. Une opération très risquée. Heureusement, le 15 octobre 1997, tout rentre dans l'ordre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft. À 4h43, le monstre et son précieux chargement s'arrachent du pas de tir numéro 40. « 42 minutes plus tard, le dernier étage de la fusée libère Cassini-Huygens, désormais en orbite autour du Soleil. Le voyage le plus ambitieux de l'ère spatiale commence. Atteindre Saturne, c'est très compliqué. Ça demande énormément d'énergie pour aller aussi loin dans le système solaire. Et la fusée dont on disposait à l'époque n'avait pas assez de puissance pour envoyer le vaisseau directement vers Saturne. Ce qu'on a dû faire, c'est donc s'éloigner et puis revenir vers Vénus pour utiliser son champ d'attraction. C'est ce qu'on appelle la fronde gravitationnelle. En se laissant attirer par le champ gravitationnel des planètes, comme s'ils tombaient vers elles, et en se dégageant au dernier moment de leur emprise, Cassini augmente progressivement sa vitesse. En effectuant ces différents survols, on a pu gagner assez d'énergie pour atteindre Saturne. C'est pour ça que ça nous a pris 7 ans. Parce qu'il fallait qu'on fasse tous ces survols. C'est un des autres aspects de l'ingéniosité des scientifiques et des ingénieurs responsables de la navigation. Avec une fusée relativement petite, qui à la base était incapable d'envoyer le vaisseau aussi loin, ils nous ont quand même permis d'aller jusqu'à Saturne. Juin 1999. 2 ans après son départ de la Terre, et après avoir effectué 2 orbites autour du Soleil, Cassini approche à nouveau de Vénus. Le vaisseau se laisse attirer dans l'orbite de la planète blanche avant de s'en écarter en augmentant sa vitesse. Quelques mois plus tard, en août, Cassini approche de la Terre. C'est l'occasion d'accélérer encore et de faire ses adieux à la planète bleue. Doté désormais d'une vitesse suffisante, Cassini entame son long voyage de 5 ans vers le système solaire externe et la mystérieuse Titan. Mais pendant ces 5 ans, sur Terre, des innovations technologiques décisives vont venir renforcer le potentiel de la mission.
Titan est un objet à peu près à 1,5 milliard de kilomètres. Bon, pour donner l'échelle, c'est comme essayer d'observer un petit pois à 1 kilomètre. Donc c'est extrêmement petit. Et de ce petit pois, on ne percevait quasiment rien, juste une tache floue. Le problème, il est dû à l'atmosphère de la Terre. Pour la lumière, l'air chaud et l'air froid sont deux milieux différents. Et la lumière est perturbée lorsqu'elle traverse des milieux différents. Donc à partir des années 90, on voit se développer en astronomie une instrumentation nouvelle qui s'appelle l'optique adaptative. Donc l'optique adaptative est un système équipé d'un miroir déformable qui change et adapte sa forme en quelques millisecondes pour contrer la dégradation que l'atmosphère a imposée à l'onde lumineuse. Au début des années 2000, l'optique adaptative est installée au Chili, sur le Very Large Telescope, le plus grand observatoire du monde. Grâce à la précision de l'optique adaptative et à l'utilisation de caméras infrarouges, le VLT est capable de percer l'atmosphère de Titan. Sa surface commence à révéler ses mystères. En mettant l'optique adaptative en marche, on commence à découvrir des structures sur Titan. Des zones plus sombres, des zones légèrement plus claires. Donc c'était à l'époque une révélation. Ça nous a permis en fait de voir que la surface n'était pas homogène du tout, comme on le pensait auparavant. Il y avait des régions sombres et des régions brillantes. Ce qui indiquait qu'il y avait en fait des régions probablement recouvertes avec des hydrocarbures, effectivement par endroits, ou quelque chose d'autre très sombre, et puis des endroits recouverts avec plus de glace à d'autres endroits. Et ça, c'est une information capitale parce que ça a joué quand même un rôle sur l'endroit où on devait atterrir. On a vu qu'en fait, on allait atterrir à un endroit entre deux régions, une très sombre et une brillante, ce qui nous arrangeait très bien parce que justement, on avait l'occasion d'étudier un petit peu la composition de deux zones différentes sur la surface. Avant les révélations de l'optique adaptative, personne ne savait vraiment où Huygens allait atterrir. Le site d'atterrissage avait été choisi par les ingénieurs de la mission suivant des critères purement techniques. Et la sonde pouvait à son arrivée sur le sol de Titan se noyer au fond d'un lac ou s'écraser sur des falaises. Les images du VLT rassurent les scientifiques. Mais le soulagement est de courte durée, car en février 2000, 3 ans après avoir quitté la Terre, des tests de routine signalent un problème majeur. Un défaut est détecté dans le système de communication qui va permettre à Huygens d'envoyer des informations vers Cassini une fois la sonde posée à la surface de Titan. Si les ingénieurs ne trouvent pas de solution pour que le vaisseau mère et sa sonde communiquent, la mission sera un échec cuisant. Quand on fait de l'exploration spatiale, on rencontre toujours des problèmes. Ça a l'air simple vu de l'extérieur, mais on est tout le temps confronté à des complications, à des difficultés, à des pépins. Et tout repose sur l'ingéniosité des personnes qui doivent résoudre ces problèmes. Ça a été comme ça pour Cassini aussi. Une fois Cassini dans l'espace, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de la sonde développée par l'Agence spatiale européenne. Elle devait communiquer avec le vaisseau spatial et le vaisseau spatial devait à son tour communiquer avec la Terre pour transmettre les données. Mais on a été très surpris de découvrir qu'il y avait eu une erreur. La fréquence utilisée par la sonde pour transmettre ne correspondait pas exactement à celle du récepteur placé sur le vaisseau orbiteur. Alors en gros, on a modifié la vitesse du vaisseau, c'est-à-dire son orbite, pour que la fréquence change, grâce à ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est comme lorsqu'on entend un train qui approche, le son est plus aigu que lorsqu'il s'éloigne. La fréquence du son, du signal, change à cause du mouvement. Sans correction de trajectoire, la distance entre Cassini et Huygens à son arrivée dans l'atmosphère n'aurait pas permis au vaisseau de capter la fréquence émise par la sonde. En changeant la trajectoire, la distance entre les deux engins augmente, le différentiel de vitesse diminue, permettant grâce à l'effet Doppler de faire correspondre les deux fréquences. Ce changement de trajectoire est un véritable casse-tête pour les pilotes de la NASA. Sur Terre, les tests de calcul vont prendre plus de 6 mois. Le changement de trajectoire risque par ailleurs d'avoir des conséquences pour la suite de la mission, car il entame les réserves de carburant de Cassini.
Ça a été un grand soulagement pour nous. Mais ça illustre aussi l'ingéniosité dont les ingénieurs européens et américains ont fait preuve. Je dis toujours, lorsque vous faites de l'exploration, ce qui compte, ce n'est pas le projet initial, mais l'équipe qui vous accompagne. Parce que votre projet, il va forcément changer. Vous vous rendez compte que vous avez manqué ou que vous avez oublié quelque chose. Et c'est l'ingéniosité de votre équipe qui va vous permettre de régler ces problèmes. Fin décembre 2000. Cassini approche de Jupiter. Si le vaisseau reste à bonne distance de la géante, à plus de 10 millions de kilomètres pour ne pas subir ses fortes radiations, ces appareils photographiques envoient sur Terre des clichés d'une beauté saisissante. Avec des instruments de Cassini, nous avons vraiment fait des observations exceptionnelles et peut-être que l'observation la plus représentative est ce petit film de l'atmosphère de Jupiter que l'on voit défiler grâce aux observations faites par la caméra de Cassini pendant le survol. Il faut se souvenir que Saturne, c'est très loin. Le défi consistait donc à transmettre toutes les données relevées. On avait une douzaine d'instruments pour cette mission, du radar à l'infrarouge, de l'observation du visible à la mesure de particules. Il était donc nécessaire d'avoir des stations au sol sur Terre avec de très grandes antennes. Car plus une antenne est grande, plus elle permet de recueillir un grand nombre de données. On a donc tout un réseau d'antennes. Et même si la Terre tourne, on reste toujours en communication avec Cassini. Les antennes sont placées à environ 120 degrés les unes des autres. Ceci nous a permis d'être en communication quasi continue avec Cassini et de pouvoir récupérer toutes les données. Ce n'était pas évident, mais on a trouvé la solution. Fin juin 2004. Sur Terre, la tension est maximale. Après 7 ans de voyage, Cassini arrive à proximité de Saturne. C'est une des phases les plus périlleuses du voyage. Le vaisseau doit se placer en orbite autour de la planète géante. Et pour cela, il lui faut traverser ces anneaux de glace. On ne connaissait pas vraiment leur densité, la taille des particules de glace, la largeur des anneaux. On craignait donc qu'une particule entre en collision avec le vaisseau et le détruise. On a donc bâti des modèles mathématiques et fait des mesures, parce qu'en arrivant à proximité de Saturne, il fallait qu'on s'en approche vraiment très près pour allumer le moteur, être attiré par la gravité et se placer en orbite. Pour s'insérer en orbite, Cassini va éviter les anneaux les plus denses. Il va traverser la région située entre les anneaux extérieurs F et G. Un espace où le risque est loin d'être nul, car la zone regorge de poussière cosmique et de petites particules de glace qui peuvent endommager considérablement le vaisseau. Les ingénieurs nous ont mis la pression en nous expliquant que ça c'était quelque chose de terriblement dangereux, que la sonde ne survivrait pas, qu'il y aurait au moins un instrument qui casserait, que c'était compliqué, que c'était tout ça. Et donc on était assis en pleine tension scientifico-technologico-psychologique. On était très nerveux quand on est arrivé tout près. D'après nos prévisions, le risque était minime. Mais il suffisait d'une seule particule de glace pour détruire 15 années de travail. Pour franchir les anneaux, Cassini se sert de son antenne comme bouclier et ne peut plus émettre. Sur Terre, c'est donc dans le silence et sous tension qu'a lieu cette traversée. À des centaines de millions de kilomètres de là, personne ne sait si le vaisseau parvient à résister. Malgré son silence, Cassini continue à enregistrer des données, comme les impacts des particules qui le criblent. Un témoignage poignant. Durant ce genre de mission, lors de chaque nouvel événement, on se met à angoisser. N'oubliez pas que le vaisseau spatial avait été construit et lancé 7 ans auparavant. Et après toutes ces années, il fallait gérer cet événement-là. Si le moteur ne s'était pas allumé pile au bon moment et pendant la durée prévue, on aurait juste survolé Saturne. Et on aurait passé une sale journée. Après ce premier exploit, Cassini se retrouve au-dessus des anneaux pendant plusieurs heures. Des heures magiques. Mais maintenant, Cassini doit se retourner et se servir de ses moteurs pour freiner.
Des moteurs qui n'ont pas servi depuis plusieurs années. À 19h36, ces puissants moteurs à ergols s'enflamment. Une fois de plus, Cassini démontre sa perfection technique. La manœuvre est un succès total. J'étais au JPL à Pasadena, le centre de contrôle de Cassini. Nous suivions en temps réel cette mise en orbite, avec bien sûr un décalage dû à la distance et au temps de propagation des ondes radio, donc à peu près 80 minutes de délai. Mais malgré ce décalage, on avait vraiment l'impression de suivre en temps réel et de visualiser en temps réel le déroulement de la mise en orbite, qui était une phase très critique, bien sûr. Et à un moment donné, on voit le changement de fréquence s'arrêter. Ça veut dire que le moteur s'était arrêté et que Cassini était en orbite autour de Saturne. Okay, we have burn complete here for the SLI orbit insertion burn. Congratulations, continue in mission control. The high fives begin in the back of our mission support area. On a été prudent, on a été chanceux, mais on n'avait pas tout laissé au hasard. On avait fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Pour achever sa mise en orbite autour de Saturne, Cassini doit à nouveau traverser les anneaux. À une vitesse de plus de 80 000 km/h, le moindre grain de glace peut entraîner une catastrophe. Une fois encore, sur Terre, les scientifiques retiennent leur souffle. Mais la manœuvre est un véritable succès. Pour la deuxième fois, le fragile vaisseau émerge sain et sauf. C'était assez extraordinaire comment les ingénieurs ont pu faire passer le vaisseau spatial dans la division des anneaux la plus large et faire ressortir de l'autre côté. Et à ce moment-là, on a tous respiré un grand coup. On a vu les premières images qui étaient les images des anneaux, puisqu'on les a survolées, qu'on est passé au-dessus. Et les caméras de Cassini nous ont retourné des images avec une résolution qu'on n'avait jamais vue auparavant. On voyait la structure des particules à l'intérieur des anneaux. On voyait l'ombre de la planète couchée sur les anneaux. On voyait pratiquement l'échange entre les anneaux et les satellites qui s'échangent la matière, qui se battent pour qui va récupérer un peu plus de matière pour survivre d'un côté ou de l'autre. On n'avait jamais eu autant de résolution spatiale sur des images des anneaux. Cassini est désormais en orbite autour de Saturne. Un exploit qui fait date dans l'histoire de l'astronomie. La mission entre alors dans une de ses phases les plus décisives. Le 26 octobre 2004, Cassini s'apprête à effectuer son premier survol de reconnaissance de Titan. C'est le moment de vérité pour les instruments du vaisseau. Alors, une des grandes particularités de Titan, c'est d'être entouré d'une épaisse atmosphère. Mais pour l'observation de la surface, c'est un gros challenge parce que le méthane qui est dans l'atmosphère et les aérosols vont à la fois absorber la lumière du soleil et vont brouiller la lumière. C'est comme si on peut imaginer le fog que l'on peut avoir au-dessus des villes polluées. C'est-à-dire on n'arrive pas à voir à travers. Si on était nous-mêmes sur la sonde Cassini à regarder à l'œil nu la surface de Titan, on ne verrait rien. Pour compenser ce problème, les scientifiques ont équipé les caméras de Cassini de capteurs sensibles aux infrarouges, car seuls ces rayons parviennent à traverser le méthane et les autres composés de l'épaisse brume qui entoure Titan. Sur Terre, les scientifiques attendent fébrilement. L'imageur de Cassini va-t-il vraiment permettre de révéler enfin la surface de Titan ? Lorsque les premières images sont arrivées, le 26 octobre 2004, j'étais encore au laboratoire à 4 heures du matin, je me rappelle bien l'heure exacte à laquelle les données devaient arriver. Et une par une, ces fameuses images sont arrivées. Et enfin, on commençait à pouvoir découvrir la surface de Titan. On n'a pas été déçus. Des dizaines de clichés arrivent sur Terre. Avec leurs 64 pixels de large, ils paraissent peu définis au regard des standards actuels. Mais ils offrent suffisamment d'informations scientifiques pour pouvoir commencer à se faire une idée de la surface. Je me rappelle que la plus grosse zone brillante qu'on avait à ce moment-là, on l'appelait Xanadu. C'était le paradis sur Titan, pas sur Terre. Et puis, il y avait effectivement un détail assez extraordinaire sur ces images qui nous montrait que les pôles
était plus brillant que l'équateur. Tout de suite, on a pensé, oui, à l'équateur, il doit y avoir des dépôts désorganiques, des dépôts de composants plus sombres, peut-être des hydrocarbures, on ne sait pas quoi, mais que ça allait être un monde avec une surface tout aussi complexe que celle sur notre planète à nous. En plus de ses caméras infrarouges, Cassini dispose d'un radar à ouverture synthétique qui va lui permettre d'obtenir des informations sur le relief de la surface. Ce radar envoie des micro-ondes sur une large bande de terrain tout en se déplaçant. En utilisant l'effet Doppler des ondes lorsqu'elles reviennent vers l'antenne, les ordinateurs recomposent des images à une résolution beaucoup plus précise que celle des caméras infrarouges. Lorsqu'on a découvert la première image, ça n'était pas très clair. On ne savait pas trop ce qu'on regardait. On n'avait pas l'habitude. Il y avait une chose qui ressemblait à un cratère, d'autres qui ressemblaient à des rivières, mais on n'en était pas très sûr. Les ondes radar sont très différentes des ondes lumineuses. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une image générée par un radar ressemble à une image générée par une caméra. Et il a fallu nous habituer à cette technologie. On a donc pris des images radar d'à peu près tout ce à quoi on pouvait penser. On a utilisé des avions pour prendre des images radar de la Terre. On a utilisé des satellites placés en orbite pour prendre des images radar des océans, des montagnes, des déserts, des dunes de sable, des forêts, des zones agricoles et des villes. Et on a passé des années à essayer de comprendre les images radar de lieux qu'on pouvait visiter, de façon à ce qu'on puisse sur Titan prendre des images de lieux où on a très peu de chances d'aller, et pourtant de comprendre ce qu'on verrait si on était là-bas. Ce premier survol de Titan permet également de voir plus précisément le site où Huygens est censé atterrir. Une dernière vérification avant la validation définitive du largage. L'instant T approche. Larguer Huygens est une nouvelle opération à haut risque pour Cassini, car il doit allumer ses moteurs pour changer d'orbite et se placer sur une trajectoire de collision avec Titan. La moindre erreur serait fatale pour le vaisseau comme pour la sonde. Le 24 décembre 2004, Cassini s'apprête à éjecter la sonde Huygens. Malgré le climat de fête, la tension est palpable. Après 7 ans de sommeil dans le vide interplanétaire, personne ne peut garantir que les mécanismes de libération de la sonde accepteront de se réveiller. À 18 h, le programme automatique de Cassini active le processus de libération. Huygens se lance, seul, dans le vide, à la rencontre de Titan. Good job. All the right Alors après la séparation de Cassini, on n'avait plus aucun contact avec Huygens. Donc là, tout était programmé à bord de Huygens et il n'y avait absolument aucune intervention possible. La descente de Huygens dans le silence va durer près de 3 semaines. De son côté, Cassini doit s'échapper de la trajectoire sur laquelle il s'est placé pour larguer Huygens, afin d'éviter lui-même d'entrer en collision avec Titan. Une fois encore, les moteurs de Cassini répondent à la perfection. Le vaisseau est tiré d'affaire, mais il lui faut maintenant se positionner pour récupérer les informations que Huygens va lui envoyer dès qu'il aura atterri. Le 14 janvier, Huygens approche enfin de la haute atmosphère de Titan. C'est bientôt l'heure de vérité. Le bouclier thermique censé protéger les instruments de la sonde, sera-t-il à la hauteur?
pour la rentrée dans Titan et assurer le freinage, Huygens était protégé par un bouclier thermique. Donc la partie avant qui était vraiment la partie qui assurait le freinage et la partie arrière, le capot arrière qui permettait de protéger les instruments pendant cette phase chaude, puisque la température du bouclier elle-même était à plus de 1500 degrés et le gaz chauffé à l'avant de la sonde était chauffé jusqu'à une température de 8 à 10 000 degrés. On n'était pas sûr que la sonde tiendrait le coup, même si elle parvenait à atteindre Titan. On ne savait pas sur quelle surface elle allait se poser. De la roche dure, un liquide, un gros tas de poussière. Le terrain serait-il escarpé au point de faire basculer la sonde? On ne savait rien de tout ça. Pendant que sur Terre, les ingénieurs s'interrogent, Huygens continue sa route. Son bouclier thermique a tenu toutes ses promesses et ses parachutes s'ouvrent pour freiner sa chute. Les années de labeur acharné ont porté leurs fruits. À 150 km d'altitude, les instruments de Huygens se mettent en marche et la sonde envoie un premier signal vers la Terre. Nous avions mis en œuvre un projet expérimental pour essayer de détecter le signal radio transmis par Huygens, le détecter directement sur Terre avec un réseau de grandes antennes, de ce qu'on appelle des radiotélescopes. Et le premier signal de vie de Huygens a été détecté par le grand télescope de Green Bank aux États-Unis. Le signal reçu par Green Banks est arrivé directement de Huygens sans être relayé par Cassini. À une pareille distance, il est trop faible pour être compréhensible. Mais c'est un formidable signe de vie. We have a signal, meaning that we know that Huygens is alive. So the dream is alive. This is certainly already an engineering success. And we shall see later, during the afternoon, if this is a scientific success. Pour Huygens, c'est la course contre la montre pour arriver à la surface. Les batteries de la sonde n'ont qu'une autonomie de quelques heures. La journée ou la nuit plutôt de la descente du Huygens dans l'atmosphère de Titan est un souvenir assez extraordinaire. On était en Allemagne, à Darmstadt, au centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne. On attendait équipe par équipe, on nous avait séparés par instrument et puis il y avait les scientifiques interdisciplinaires qui allaient d'un endroit à l'autre en attendant de voir qui allait avoir des images, qui allait avoir des données le premier, etc. Et nous, on était scotchés sur nos écrans, dans nos chaises, pratiquement avec toute l'angoisse d'une mission qui peut fonctionner ou pas.